Imaginez un super-héros. C'est bon? Maintenant, levez la main ceux qui ont pensé à un chercheur. C'est bien. Ça va pas être facile, mais je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, il existe des chercheurs qui sont de véritables super-héros. Alors, pour arriver à vous convaincre, j'ai fait une simple comparaison entre le nombre de vies humaines qui ont été sauvées par des chercheurs d'un côté et par des super-héros. On va commencer avec Superman. Superman, tout le monde le connaît, avec son super-pouvoir, ses yeux laser et sa force surhumaine. Il a à peu près sauvé raisonnablement 32 000 personnes. Alors, je n'ai pas pris en compte le sauvetage du monde lors des attaques extraterrestres à répétition pour mettre chercheurs et super-héros sur pied d'égalité, ancrés dans la réalité. Alors maintenant, si on compare Superman à cet homme, est-ce que quelqu'un dans la salle connaît cet homme? Non. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Cet homme, c'est William Greatbatch. Cet homme, c'était un chercheur. Un chercheur qui a mis au point le pacemaker. Il a non seulement mis au point le pacemaker, mais il l'a développé pour être utilisé chez les hommes. Et puis après, il trouvait qu'il ne marchait pas assez bien. Il en a profité pour développer la batterie au lithium, pour faire marcher son pacemaker plus longtemps. Et aujourd'hui, il continue encore à sauver des gens, et il a sauvé plus de 8 millions de personnes. Deuxième exemple, Spider-Man. Tout le monde connaît Spider-Man. Spider-Man, il peut sécréter de la soie d'araignée, et puis il peut grimper sur les murs. Spider-Man, il est arrivé à sauver, plus que Superman, plus d'1 million de personnes, 1 600 000, notamment en diffusant une bombe à fission qui a failli anéantir Manhattan. Bon, si on le compare maintenant à ce monsieur-là, Norman Hitley. Est-ce que quelqu'un connaît Norman Hitley? Non? Toujours pas? Bon. Norman Hitley, c'est un chercheur qui a travaillé avec Fleming, un prix Nobel, et qui a participé à la découverte de la pénicilline. Plus que la simple découverte de la pénicilline, ce chercheur a mis au point un véritable procédé pour produire en masse le champignon qui sécrète la pénicilline, mais il a aussi mis au point le procédé qui permet d'extraire de façon efficace et peu coûteuse la pénicilline. Et avec ça, il a sauvé plus de 80 millions de personnes. Mais alors, qu'est-ce qui distingue ces deux chercheurs de ces deux super-héros? Comment ont-ils fait à eux seuls? Ils n'ont pas été seuls, mais comment ont-ils fait pour sauver autant de vies? Eh bien, en fait, ces chercheurs, c'étaient de véritables entrepreneurs. Des entrepreneurs parce qu'ils sont arrivés à passer d'une découverte à une invention, puis à une innovation. Ils ont transformé un savoir confiné dans un laboratoire à une véritable application à grande échelle, bienfaitrice pour la société. Et pour passer de cette échelle micro à l'échelle macro, eh bien on verra qu'ils ont dû être placés dans un écosystème propice à l'innovation. Deux choses, une âme d'entrepreneur dans un écosystème propice à l'innovation. Alors, bien souvent, on entend souvent que les mots chercheur et entrepreneur sont antonymes. Eh bien moi je pense que non. Je pense qu'en fait, être chercheur, devenir chercheur, c'est aussi une parfaite formation pour devenir entrepreneur. Parce que lors de sa carrière scientifique, un chercheur va développer, en principe, beaucoup de compétences qui sont des compétences directement liées à l'innovation et à l'entrepreneuriat. On parle de la rigueur scientifique. Un chercheur, en plus d'être rigueur, souvent, il gère des projets, que ce soit de la recherche de financement jusqu'à l'exécution, un peu comme faire son business plan et monter sa boîte. Mais en faisant cette gestion de projet, il doit aussi gérer des équipes, son équipe. Alors, son équipe, mais bien souvent, des équipes, d'où l'importance de la collaboration, d'arriver à collaborer. Un chercheur qui collabore, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce chercheur se différencie, crée de la véritable valeur ajoutée, soit créatif. Au-delà de cette différenciation, là, je pense que tous les chercheurs dans la salle en conviendront, quand on est chercheur, eh bien, on apprend à prendre des risques. Tout simplement parce qu'en recherche, eh bien, on fait face à 95% d'échecs. Alors, qui dit 95% d'échecs, dit quand même 5% de réussite. Et c'est ces 5% qui sont les plus importants. Alors, quand on sait ça, un chercheur, quand il décide de devenir chercheur, s'il n'est pas optimiste à la base et qu'il veut rester chercheur, il est obligé de devenir optimiste. Alors, si ça ne vous a pas convaincu, moi, je vais vous parler d'un exemple vivant. Le plus bel exemple pour moi, un des plus beaux exemples pour moi, qui démontre qu'un chercheur peut être un entrepreneur.
Cet exemple, c'est ce monsieur, ce professeur qu'on appelle aux États-Unis Scientific Superman. Scientific Superman, pourquoi? Parce que c'est un homme, un chercheur, donc il travaille au MIT, dans le laboratoire d'ingénierie, dans le département d'ingénierie biologique, il travaille sur les polymères. Et au sein de son laboratoire, ce chercheur, il a su révéler et créer une véritable synergie, des symbioses entre une recherche purement fondamentale et toutes les applications qui en découlent. Les chiffres parlent. Au travers de son laboratoire et de sa recherche, il a pu publier plus de 1200 articles qui ont été publiés donc, dans des revues, des journaux internationaux scientifiques. Et ces publications, ces travaux de recherche lui ont permis de récolter plus de 125 récompenses internationales. Mais ce qui est le plus intéressant aussi, c'est que de ces travaux de recherche fondamentaux, il a pu déposer 800 brevets qui ont été acceptés. Sur ces brevets, il a créé, cofondé, avec d'ailleurs beaucoup de ses étudiants, 27 startups. Et là où c'est magique, c'est que de ces 27 startups, eh bien, les produits, les innovations issues de ces startups ont permis de sauver, sont en train de traiter plus de 25 millions de patients. Mais alors, une évidence, c'est qu'il n'a pas pu faire ça tout seul. Il n'a pas pu faire ça tout seul, d'où l'importance de l'écosystème. Il n'a pas pu faire ça tout seul parce que d'une part, il n'avait pas le temps, il n'est pas comme Batman, lui il a besoin de dormir la nuit. Ensuite, il n'a pas pu faire ça tout seul parce qu'il n'a pas eu les moyens financiers. Mais aussi parce qu'il n'a pas toutes les compétences ni les savoir-faire nécessaires au processus de l'innovation pour passer d'une découverte à une invention, à une innovation. Et alors, ces écosystèmes, l'écosystème propice à l'innovation dont on parle, en fait, c'est un écosystème qui permet justement de connecter, de faire interagir les différents experts des différents domaines qui sont nécessaires, qui sont des acteurs de l'innovation. Alors, pour passer d'une découverte à une invention, pour créer quelque chose de nouveau dans la science, aujourd'hui, très souvent, on a besoin de faire des ponts entre les disciplines scientifiques, la collaboration, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Mais ensuite, pour passer d'une invention à une innovation qui sera utile au plus grand monde, une innovation ancrée dans la réalité, eh bien, il faut que le chercheur soit au centre de cet écosystème et prenne conscience des contraintes auxquelles va être soumise son innovation, qui sont des contraintes sociétales, des contraintes humaines, médicales, mais aussi industrielles et économiques. Et puis après, que ce soit pour un projet open source ou start-up, ou un projet start-up, il va falloir que cette innovation, pour qu'elle profite au plus grand monde, il va falloir qu'elle soit distribuée. Et pour cela, on va avoir besoin d'avoir des compétences de marketing, de business, de design. Aujourd'hui, le design devient de plus en plus important. Et donc, ce qui est très important aussi dans ces écosystèmes, c'est que non seulement ces compétences, ces domaines et donc les gens qui gravitent dedans se parlent, mais il faut qu'aussi ils se parlent. C'est pas un travail à la chaîne. Il faut qu'ils se parlent à l'initiation du projet. Et là, une citation qui résume très bien ce point de vue, c'est une citation d'Oscar Wilde. Oscar Wilde qui disait « Je déteste les conversations car bien souvent elles me font changer d'avis, bien souvent elles me montrent que j'ai tort. » Et c'est là vraiment qu'on comprend toute la notion et l'intérêt d'un écosystème où les gens se parlent à la base pour arriver à produire une innovation de la manière la plus efficace qui profite au plus grand nombre. Alors, un des exemples d'innovation, un des exemples de ces écosystèmes, pour moi, un des meilleurs, c'est l'écosystème dans lequel évolue Robert Langer, qui est Cambridge, au MIT, Cambridge dans le Massachusetts, aux États-Unis. Cambridge, c'est une zone géographique qui fait pas plus de 2 arrondissements de Paris. Dans ces 2 arrondissements, il y a à la fois de très grandes universités qui comportent un très grand nombre de laboratoires, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche appliquée, dans les sciences molles, dans les sciences dures, avec du business, des mathématiques, de la philosophie, de la sociologie, de l'architecture, du design, de la biologie, mais aussi en dehors de cet espace académique, il y a aussi un véritable tissu d'investisseurs, mais aussi un tissu industriel. Et alors, si on regroupe tous ces gens, on peut penser qu'ils ne vont pas forcément arriver à se parler. On veut qu'ils interagissent, mais comment ils interagissent, sachant qu'ils ne parlent pas le même langage? Eh bien, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que cet apprentissage du même langage, il se passe depuis la formation, dans les écoles. Quand on prend un cours, eh bien, on a souvent, et très souvent, ce cours-là, c'est un cours avec des personnes d'autres départements, mais aussi interuniversitaires, où les professeurs ne sont pas seulement des académiques, mais aussi des investisseurs, des entrepreneurs, des architectes, et tout le tralala. Alors, en France, pour en venir à la France, maintenant j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces compétences, on les a.
En France, on forme des très bons chercheurs, des académiciens, on a parmi les meilleurs organismes de recherche au monde. On forme des très bons ingénieurs, on forme des très bons businessmen, businesswomen, et puis aussi des philosophes, des sociologues, bref, on a tout ce qu'il faut en France. La mauvaise nouvelle, et c'est là où il y a le problème, c'est que ces formations sont en fait des filières cloisonnées. Et du coup, quand les gens se forment, sont éduqués, ils ne parlent pas entre eux. Alors à chaque fois que je rentrais en France, je me rendais de plus en plus compte de ça. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai décidé, je me suis dit, à ma petite échelle, essaye de faire changer les choses. Du coup, je me suis associé avec un de mes camarades qui était doctorant en économie, donc dans une discipline différente, et on a créé le SIE Network, Science Innovation Entrepreneurship Network, qui avait pour but non seulement de promouvoir la recherche, mais aussi de permettre aux étudiants et aux jeunes diplômés de toutes formations confondues de se retrouver autour de témoignages d'entrepreneurs, d'investisseurs et de chercheurs. Et alors, les plus belles récompenses qu'on a eues pour nous, c'est qu'au-delà des 1500 personnes qui sont venues au cours des 2 années, eh bien, il y a eu plusieurs startups qui se sont créées. Des startups qui sont créées parce que 2 personnes se sont rencontrées, 2 ou plusieurs se sont rencontrées lors de ces conférences, des personnes qui avaient des âges différents et qui avaient des backgrounds différents. D'ailleurs, une de ces startups, PrestoDiag, vient de gagner récemment un concours national de création d'entreprises en biotech. Et pour nous, c'était quelque chose de très fort. Alors, au-delà de simplement catalyser les rencontres, ce qu'on a fait avec SIE Network, cette année, le SIE Network s'est agrandi. On est maintenant une quinzaine de jeunes de 22 à 30 ans qui sont d'horizons différents, de nationalités différentes. Et nous voulons aussi catalyser la création d'entreprises innovantes. Et donc, nous créons à l'échelle de toute l'Europe un concours de start-up pour permettre à des étudiants de créer leur entreprise sur un fonds, sur une technologie issue de la recherche. Alors, si on veut faire changer les choses, on a besoin de plein de jeunes. On a besoin que ce décloisonnement se fasse à travers nous tous. Alors, j'ai mes 3 derniers conseils. C'est si vous êtes étudiant et pas encore chercheur, eh bien, considérez le parcours de la recherche, parce que c'est vraiment cool. Et en plus, vous avez une chance de devenir de super-héros. Si vous êtes déjà chercheur, s'il vous plaît, ouvrez les portes de vos laboratoires aux autres disciplines. Et enfin, pour tous les autres, allez discuter avec des chercheurs, posez-leur des questions, intriguez-les et surtout challengez-les, pour que tous ensemble, on arrive à sauver le monde. Merci.